Bonjour, Jean de la TCBH, ici Wilson. Le documentaire Subir ou choisir, l'économie en transition suit la journaliste Diane Bérard et le réalisateur Mathieu Vachon à travers le Québec. Ils s'intéressent à une transition économique majeure. Des milliers d'entreprises québécoises seront bientôt reprises par une nouvelle génération. Reprises ou pas reprises? Là est la question. Et le documentaire pose une question centrale. Doit-on subir les crises économiques actuelles ou peut-on reprendre le contrôle? Comment ça va, M. Machon et Mme Bérard? Ça va très Ça bien. va bien. Ça va bien. Merci d'être des nôtres, c'est vraiment apprécié. Comment vous est venue l'idée de ce documentaire-là? La naissance. Ce documentaire-là, c'est une suite, en fait. Diane et moi, on a travaillé sur un premier documentaire sur l'habitation, sur l'immobilier. Ça s'appelle Le dernier flip, démarchandiser l'immobilier. Puis là-dedans, on donnait des solutions à la crise immobilière qu'on vit là, en ce moment. Là, il y a eu une époque où tu gagnais un salaire correct, tu pouvais t'acheter ta maison, puis vivre dedans, puis c'est plus le cas aujourd'hui. Là. Puis pourquoi c'est plus comme ça? Puis comment ça se fait qu'on accepte ça? Puis comment ça se fait que la spéculation nous a enlevé le droit de pouvoir s'acheter une maison comme ça quand on en avait besoin? Donc, on a réfléchi là-dessus, puis on a amené des solutions concrètes. La démarchandisation. Le documentaire a eu beaucoup de succès. Là. On est allé dans le Bas-Saint-Laurent, on est allé en Abitibi. Les gens ont soif de solutions. Puis on avait le désir, Diane et moi, de poursuivre la réflexion sur l'économie de façon plus large. Ouais. OK. Comment ça se fait qu'on est dans un système économique qui crée tant d'exclus? Comment ça se fait qu'on est dans un système économique qui nous amène dans une catastrophe écologique aussi grande? Comment ça se fait où on est? Comment on peut transformer ce système-là, en fait? Tout à fait. Moi, j'ajouterais à ce que Mathieu dit que dans mon cas, dans mon parcours journalistique, ce documentaire-là, c'est un petit peu comme une grossesse de baleine ou une grossesse d'éléphant, dans le sens que ça a été une longue gestation. Puis dans mon parcours de journaliste économique, à un moment donné, j'ai travaillé pour une compagnie cotée en bourse. Puis à chaque année, on faisait des prévisions financières, puis on rajoutait toujours 15 %. Fallait qu'on croise de 15 % qu'on aille chercher 15 % de plus de ventes, de pubs, puis tout ça. Puis là, je me disais, mais où on va le prendre, ce 15 %-là? Puis tu sais, c'est un jeu à somme nulle, parce qu'on allait l'arracher aux compétiteurs. À un moment donné, le marché, il ne croit au sens de croître plus. Ouais. Fait que moi, la prémisse de la croissance, ça m'a toujours dérangée. Ben, je me suis dit, à un moment donné, le carré de sable, il est grand de même, fait que tu fais juste l'arracher des parts de marché, un et l'autre. Puis là, à un moment donné, avec la crise de l'habitation, qui est entre autres un enjeu de croissance, à un moment donné, on a fait des produits financiers pour faire plus d'argent, qui ont spéculé sur nos maisons. Fait que pour moi, c'est une réflexion sur la croissance comme un dogme, comme un automatisme, parce qu'à un moment donné, où on va prendre cette croissance-là? Personne ne se le demande. On croit, c'est comme normal. Tout à fait. Mais là, vous remettez en question l'axiome principal du capitalisme, qui est même, est-ce que la croissance pour la croissance, ça fait aucun sens, mais c'est comme ça qu'on marche. Puis au fond, l'humain, il y a de la difficulté à voir plus loin que demain matin ou que le prochain trimestre. Je trouve ça très ambitieux, puis c'est fantastique. Il y aurait une réponse à ça pour toujours avoir plus de croissance, ça serait de faire plus de bébés, constamment plus de bébés. Si ta pyramide démographique est bien large, là, tu peux toujours croître plus, non? Mais tu sais, la croissance infinie, dans un monde fini, il faut s'entendre que notre monde est fini, right? Il faut le voir. Tu sais, la planète, puis il y a une époque où on en était peut-être moins conscient aussi. Je pense qu'on est de plus en plus conscient de la finitude de la planète, là. Finalement, c'est pas à l'infini. Fait qu'il faut accepter cette idée-là qu'il y a des limites, qu'on peut pas croître à l'infini. Mais tu sais, faire de plus en plus de bébés, là, ces bébés-là, il va falloir qu'ils aient un jour à la garderie. S'ils vont pas à la garderie, ils vont aller à l'école. Un jour, il va avoir besoin d'infrastructures. Ils vont vouloir aller à la piscine. Il faut bâtir des infrastructures. Ce qui veut dire extraire des ressources de la terre. Ce qui veut dire, fait que faire plus de bébés, ça n'arrête pas la croissance. Au contraire, c'est plus d'extraction. Faire des enfants, c'est un geste intime. On fait des enfants parce qu'on a envie d'en avoir. Mais il y a des conséquences planétaires sur chaque humain qu'on ajoute. Ouais. Mais on ne dit pas de ne pas faire d'enfants. C'est pas ça pas du tout, ben non. Moi, on a chacun des enfants. C'est pas ça qu'on dit. Mais il y a un mensonge.
Mais oui. Ouais. Mais c'est parce qu'il y a un mensonge aussi dans le système sur la croissance qui dit plus le système croît, tu sais, il y a des pauvres, il y a des moins pauvres, il y a des plus riches. Puis là, on dit toujours, mais avec la croissance, mais tout le monde, la situation de tout le monde s'améliore. Tu sais, c'est comme si toi, tu as une petite part du gâteau, là. Imagine une tarte, là, puis tu te dis, moi, j'ai une petite part, mais là, ma part, elle grossit pas, mais tu fais grossir le gâteau, fait que ta part automatiquement grossit, tu sais. Comme Mais si. non. Mais non, Non, exact. c'est pas comme ça. Parce que tout se dévalue constamment. Donc oui, la tarte est peut-être plus grosse, mais ta partie Ta est part moins nourrissante. diminue. Ouais, c'est Oui, vrai. exact. C'est fou. Mais Puis il y a aussi le phénomène de captation. En économie, l'histoire de la tarte, on appelle ça l'effet de ruissellement. Comme si ça allait ruisseler. Si on crée de la richesse, ça ruisselle partout. Mais c'est pas vrai parce qu'on observe un phénomène de captation. Ouais. La façon dont la fiscalité est faite, la façon dont l'entrepreneuriat, les moyens de production, tout ça fait qu'on observe que la richesse se crée, mais qu'elle ne ruisselle pas. Elle ruisselle seulement quand un milliardaire s'achète un yacht. Alors que là, ça s'en va à une entreprise qui paye ses employés, mais s'il met dans la bourse ou dans des actions qu'il retient pour les générations futures, dans ce cas-là, ou qu'il s'achète des lingots d'or, ça n'a pas ruisselé du tout. Ouais. C'est fascinant. C'est pas parce qu'il... Ouais, excuse. Non, pas la question qu'on pose aussi dans le film... Oui, merci de revenir au film, c'est ça. Tu sais, il y a comme... on se rend compte qu'on est au bout de quelque chose. Peut-être qu'on est au bout de la croissance telle qu'on la connaît depuis plusieurs décennies, plusieurs même centaines d'années. Mais qu'est-ce qu'il y a après? Qu'est-ce qu'il y a après la croissance? Est-ce que c'est la décroissance? Est-ce que c'est la fin de la fête? Est-ce que c'est le malheur, la tristesse? On mange des lentilles en rond, on ne fait plus rien. Qu'est-ce qu'il y a après la croissance? Mais nous, ce qu'on avance dans le film... Puis Diane, tu pourras poursuivre, mais c'est que c'est pas la décroissance, nécessairement, c'est la post-croissance. Ouais, nous, notre film, là, il faut que vous voyez ça comme un mur. Tu sais, quand il y a de la construction, il y a un mur, puis l'autre bord de la construction se passe, puis il y a des petits trous. Puis on peut aller regarder dans le petit trou qu'est-ce qui se construit de l'autre bord du mur. Notre film, il montre qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord du mur. Les gens dans notre film, ils sont de l'autre bord du mur. Eux autres, ils sont dans la post-croissance. Donc, ça veut pas, ils sont pas assis en rond à manger des lentilles ou à manger leur jupe. Ils sont en train de faire des choses constructives. Ils sont dans le ciment, ils sont dans le métal, ils sont dans le transport, mais ils veulent une vie plus grande. Ils se sont dit, la vie, ça peut pas être juste ça, de croître, de produire. Ils veulent une vie qui a un sens. Puis la post-croissance, c'est une croissance qui a du sens. Certaines activités décroissent et certaines activités augmentent. Celles qui ont du sens vont être montées en puissance, mais celles qui n'en ont pas vont décroître. C'est un très beau constat. Je suis d'accord avec vous que ça ne sera pas de la décroissance. J'adore le terme post-croissance. Et je vais faire l'avocat du diable un peu. Est-ce qu'il peut y avoir de la post-croissance avec l'inflation, le coût de la vie qui augmente? Alors, est-ce qu'on n'est pas obligé de faire monter les profits tout le temps si ma pinte de lait monte toujours? Je ne sais pas si ma question est pertinente, si elle est bien formulée. C'est parce qu'on fonctionne dans un système qui est redistributif au lieu de distributif. C'est-à-dire que il y a des inéquités, les revenus ne sont pas bien répartis. C'est pour ça que le coût de la vie pèse tant sur plusieurs personnes. Mais qu'après ça, on fait des crédits d'impôt, on fait des programmes pour le redistribuer. Et au Québec, on est une société beaucoup moins inégalitaire qu'ailleurs au Canada puis qu'en Amérique du Nord. Il faut se féliciter pour ça. Mais si on avait un système distributif au départ, donc si on payait mieux les gens au départ et qu'il y avait moins de captation, ben on ne serait pas pris au bout de la ligne à essayer de compenser tout le temps des inégalités croissantes. Si on mettait une halte à la spéculation immobilière, si on disait à un moment donné, ça ne peut pas passer un certain niveau, on n'aurait pas ce problème-là. D'abord, il aurait fallu qu'on construise plus, il aurait fallu qu'on fasse beaucoup de choses, mais comme on est pris en ce moment, si on empêchait la captation par des investisseurs étrangers de certaines maisons, tu sais, il y a des choses, des mécanismes qu'on peut faire pour que la vie soit plus abordable, parce que là, les inégalités brisent la cohésion sociale, brisent les communautés, créent de la peur, créent du ressentiment. C'est difficile de bâtir du positif, quelque chose de positif sur ça. Fait que nous, on montre qu'il y a d'autres façons de vivre. Tout à fait.
Puis, je sais pas si tu allais dire quelque chose, M. Vachon, mais juste pour terminer ce que tu dis, inégalité, ça entraîne aussi le crime. On va dire, ce gars-là, c'est une mauvaise personne. Tout ce quartier-là, c'est des mauvaises personnes. Ouais, mais la pauvreté dans ce quartier-là mène au vol. Ça mène, tu sais, ce qui découle de l'inégalité, c'est hallucinant. C'est un homme qui va battre sa femme, c'est plein de choses. Voyons, qu'est-ce que je voulais dire aussi. Tu parles de spéculation. J'ai le terme en anglais, le banking, la fragmentation des réserves. Donc, j'ai juste besoin d'avoir 10% pour prêter. Je l'explique tout croche, il faudrait que je prenne une heure. Est-ce que ça aussi, ça contribue à l'inégalité? Donc, toujours des prêts avec des intérêts sur de l'argent qui, en fait, n'existe même pas, au fond? C'est ce qu'on appelle la financiarisation de l'économie. On crée des produits financiers à partir de besoins essentiels. On utilise les hypothèques et on crée des produits financiers pour faire de l'argent. Et plus les gens sont en défaut hypothécaire, plus leur hypothèque est grosse, plus l'investisseur fait de l'argent. Donc, c'est pas quand le système va bien que l'investisseur fait de l'argent, c'est quand le système va mal, quand je paye plus d'hypothèques, quand je paye plus d'intérêts. Donc, il faut sortir de l'économie financière. C'est pour ça que je dis nos personnages sont dans le béton, le transport, le métal, dans la vraie économie, celle dont on a besoin tous les jours. Exact. On a des entrepreneurs privés, des gens qui travaillent pour des PME, là, ce qui est le tissu économique du Québec, très fort. Mais on a une économie plurielle au Québec. Puis je pense qu'on ne le dit pas assez, à quel point l'économie sociale est forte. Quand on parle d'économie sociale, les entreprises d'économie sociale, tu sais, des coops, il y a une foule d'entreprises d'économie sociale au Québec qui jouent un rôle vraiment important dans notre économie, qui créent de la richesse puis qui rendent des services. Là. Que ce soit dans le service aux personnes âgées, que ce soit, je pense, au la CPL, collecte des déchets, la valorisation, toute l'économie circulaire. Fait oui, c'est ça, Mathieu, c'est super important de rappeler qu'on a une économie plurielle et qu'il faut la favoriser. Il faut qu'il y ait plusieurs types de structures d'organisation pour qu'au bout de la ligne, chacune s'influence. Tu sais, l'entreprise privée a des choses à montrer à l'économie sociale, toute cette ambition, toute, tu sais, cette rigueur que l'entreprise sociale a, mais l'entreprise sociale peut apprendre l'ambition, prendre plus de place, plus de coop. Là, en ce moment, il y a plein d'entreprises à vendre. Il y en a plein qu'il faudrait qu'ils soient rachetés par les employés. Ça, c'est de la vraie redistribution de richesse. Tout à fait. Tu deviens propriétaire de ton employeur. Wow, c'est fantastique. Quand je travaillais dans une microbrasserie avant, puis quand elle a fermé, elle a fait faillite, j'aurais aimé ça avoir le capital pour la racheter, puis la tourner justement en coop pour quelque chose de plus, c'est ça, plus social. Puis c'est fou parce que, pour suivre ton point, Mathieu, corrigez-moi si je me trompe, mais le bénévolat n'est pas compté dans le GDP. Ah, tellement pas. Tellement pas. Non. C'est un angle mort, c'est du... ouais. Si on enlève le bénévolat, là, il y a plus de loisirs pour les petits-enfants. Il y a plus d'aide. Il y a plein. L'économie là, fonctionne sur beaucoup de facteurs qui sont pas comptabilisés. Ça, c'est super important ce que tu dis. Pendant une chose qui nous faisait sourire, Diane et moi, là, quand on écrivait le film, on se rappelait... Parce qu'on parlait du capitalisme, les fondements du capitalisme, puis on se rappelle que Adam Smith, qui est un des grands penseurs du capitalisme, habitait chez sa mère pendant qu'il écrivait. S'il y a eu la carrière qu'il a eue, s'il a pu écrire ses livres, faire ses grandes théories, c'est parce que c'est sa mère qui lavait son linge. Il était chez sa mère. C'est le bénévolat de sa mère qui a fait qu'on a eu un des plus grands économistes de tous les temps. C'est excellent. Mais c'est fou parce que tout comme toutes les théories économiques, le capitalisme sur papier tient super bien la route. Adam Smith, sur papier, il tient la route, mais dans la vraie vie, avec les humains qu'on est, puis à croissance infinie, comme tu dis, qui tient absolument pas la route, là, ça commence à s'effriter. Et là, vous affirmez qu'on est au bout de ce système-là, et je suis très d'accord. On le voit avec le coût de la vie, puis tout le monde qui veut s'arracher le portefeuille de la poche de l'autre. Est-ce que le Québec est bien positionné pour changer de cap? Est-ce qu'on a les... Ouais. C'est une belle question, ça. On a beaucoup d'outils, hein, Mathieu? On a une économie déjà plurielle. J'ai parlé un petit peu plus tôt de notre système, notre filet social qui est beaucoup plus important qu'ailleurs au Canada. Ouais. Donc, on a cette conscience-là.
on a une économie sociale, on a un tissu de PME. Le défi qu'on a, c'est le reprenariat. Ouais. C'est que ces PME-là ont été créées pour une seule raison à l'époque, c'est prendre possession de notre économie que les Anglais avaient. Donc, toutes les PME ont été créées pour qu'on ait une économie francophone. Là, c'était le défi à l'époque. Mais aujourd'hui, le défi, c'est la crise climatique, le coût de la vie, l'environnement, tout ça. Fait qu'il faut que ces PME-là, quand elles vont être reprises, que les repreneurs ajustent les modèles d'affaires à nos nouveaux besoins. Ça peut pas être business as usual. C'est ça, le reprenariat, ce qui se passe là en ce moment, là, puis je pense qu'il faut vraiment le comprendre, là, c'est un moment historique. C'est historique parce que dans notre histoire économique au Québec, là, je parle, il y a plus d'entreprises qui changent de main qu'il ne s'en crée en ce moment. Il y a moins d'entreprises qui se créent, il y en a plus qui se transfèrent. Dans le sens que là, on est vraiment à ce moment-là où toute une génération qui prend sa retraite, puis là, qu'est-ce qui va se passer avec ces entreprises-là? Est-ce qu'on va être vendu aux Américains? Est-ce qu'ils vont être vendus pour juste un petit peu plus, 2% de plus à des capitaux étrangers? C'est très préoccupant ce qui se passe en ce moment-là, ce transfert d'entreprise-là. Fait qu'il ne faut pas manquer le bateau. C'est une opportunité, tu sais. C'est préoccupant, mais c'est une belle opportunité, comme Diane le dit, de transformer notre économie. Puis de la ramener plus collective. Moi, je vais te raconter une histoire, je pense que c'est pas tout le monde qui connaît ça, puis pour moi, ça illustre un peu comment on connaît mal aussi notre histoire. Là. Mais dans les années 90, il y a tout un secteur de notre économie, le secteur des salons funéraires. Les entreprises funéraires, il y a eu une grosse vague d'acquisition par des grosses entreprises multinationales américaines et canadiennes qui venaient acheter tous les salons funéraires d'une même région. Là, il était très agressif. Il offrait le gros prix. Il était rendu à 40-45% du marché qui avait envahi. Fait que c'est tout un secteur qui avait... Puis là, le Québec a dit non, c'est avec les coops qu'on va les arrêter. Ils ont financé les coops funéraires qu'on connaît aujourd'hui. Puis c'est grâce aux coops que ça a freiné cette vague d'acquisition. Là, mais on ne le sait pas, ça. Mais je trouve qu'on devrait être beaucoup plus fiers, beaucoup plus conscients de cette histoire-là qu'on a au Québec. On a vraiment un héritage d'économie sociale puis de coopérative très fort sur lequel on peut compter, qui nous a servi dans le passé, puis qui, en période d'incertitude économique comme on le vit aujourd'hui, pourrait nous être extrêmement utile. Le mot fierté, c'est important. Parce que ce qu'on souhaite, c'est que les gens terminent notre documentaire en ayant un sentiment de fierté et d'agentivité. De finir en disant, on a plein d'éléments positifs, notre économie a plein de piliers sur lesquels s'appuyer pour passer à la post-croissance, mais il faut le faire, il faut faire quelque chose, il faut être conscient, puis il faut agir en pleine conscience. Donc, parce qu'avec le pouvoir viennent les responsabilités. Donc, on a du pouvoir, mais il faut l'assumer, puis il faut faire quelque chose avec ce pouvoir-là qui va dans un sens qui va être... C'est comme si on arrivait au bord de la falaise, comme notre illustration, comme l'affiche de notre film, puis là, tout à coup, à droite, il y a un chemin de traverse. Ouais. Puis là, il est là, c'est le dernier chemin avant la falaise. Fait qu'il faut qu'on le prenne. Mais il est là, le chemin, il existe. Ouais. Moi, vous me dites ça, puis... Je suis inspiré, j'ai même pas vu le documentaire encore, je suis très inspiré, puis c'est une histoire fascinante. Le premier frein qui me vient en tête, c'est un frein de... je sais pas pourquoi c'est ça qui me vient en tête, les réseaux sociaux. Donc, on est constamment assujetti on se compare constamment aux autres, aux grands. On se compare à Elon Musk sur Twitter. On va se comparer aux milliardaires ou l'autre qui a fait fortune en vendant, c'est Justin Bieber, whatever. Donc, on est constamment dans la comparaison, puis on regarde la croissance de l'autre, puis on se dit, moi aussi, je veux cette croissance-là. Et le jeune de 16 ans, en ce moment, il est rendu agressif avec de la rage parce qu'il veut sa part du morceau aussi. Alors moi, je vais grinder encore plus fort, je vais courir encore plus fort, je vais pédaler encore plus fort. Et les réseaux sociaux accentuent ce phénomène-là avec « Ouais, vas-y, achète mon programme en 12 étapes pour que tu fasses $1 million en un mois. » Et donc là, vous, je trouve ça pertinent parce que vous faites un documentaire, vous avez fait un documentaire qui s'en vient jouer sur leur territoire. Donc là, c'est la diffusion, on peut partager des clips sur les réseaux sociaux. Absolument, absolument. Il va être gratuit, il est gratuit, il va être offert gratuitement sur tout.tv, mais ce que tu dis, c'est important. Puis à quelque part, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. D'abord, il y a on ne changera pas l'économie si on ne change pas nous-mêmes. Les gens qui sont dans notre film ont toutes
fait des démarches. Là, je te parle pas là qui sont allés dans un ashram en Inde. C'est des gens qui ont dit, la vie, je veux pas que ce soit juste ça. Je veux que ce soit plus que ça. Puis c'est des gens ordinaires. Quand je dis ordinaire, c'est dans le bon sens du terme. Ça pourrait être n'importe qui. C'est pas des gens qui sortent de la norme, mais eux, ils ont décidé. Donc, tu peux pas changer l'économie si tu changes pas toi-même. Après ça, on a besoin d'une autre composante. On a besoin des gouvernements qui mettent des règles, des cadres, puis des lois qui vont dans le bon sens. Donc, nous, il faut changer, il faut s'informer, puis le gouvernement a un travail à faire aussi. Fait que, tu sais, il y a les cadres, puis il y a le contentement aussi. À un moment donné, il faut réaliser que le monde est fini, dans le sens, pas qu'il finit, qu'il va finir, mais qu'il a des frontières. Puis il faut se dire, moi, je vis dans un monde fini. Donc, moi, mon bonheur, c'est quoi dans un monde fini? Puis les possibilités sont infinies, les possibilités de bonheur, quand on accepte qu'il y a un carré de sable. Sinon, on court après quelque chose qui n'existe pas. Il y a quelque chose de très avant-gardiste dans votre réflexion, de très... vous avez vu où est-ce qu'on s'en va, puis là, vous êtes vraiment synchronisé sur le changement actuel au niveau de l'humain, parce que vous êtes pas la première, vous êtes la troisième personne à me dire ça cette semaine. Faut qu'on change à l'intérieur avant d'essayer de changer le monde, tu sais. Puis, mais tu sais, c'est drôle parce que nous, on est là ici, on en parle, dans le Bas-Saint-Laurent, on parle avec toi ici, mais au même moment où nous trois, on parle, là, il y a des gens à Londres qui font la même chose. Des gens en Espagne qui font la même chose. Des gens en France. Aux États-Unis aussi, même contrairement à ce qu'on peut penser, il y a plein de gens, plein d'écoles qui réfléchissent à comment on peut transformer le monde parce qu'ils se rendent compte qu'on est rendu là. Ouais. Puis je pense qu'il est temps qu'on entende notre voix à tous ces gens-là, puis qu'on se reconnaisse, puis qu'on se dise, OK, on est peut-être plus nombreux qu'on pense. Fait que réinventons le narratif, réinventons l'histoire qu'on se raconte. Oui, ça va faire écho. C'est une très belle image. Ça paraît que tu es réalisateur. Y a-t-il quelqu'un qui a intérêt à ce que ça ne change pas ou continue dans cette direction-là? Oui. Je pense que tout le monde sait qu'on est au bord de la falaise. Certaines personnes vont dire, l'image que j'ai, c'est celle d'un chercheur français qui s'appelle Olivier Hamard. Il dit, on sait tous que l'avion est en train va tomber. Ouais. Il y a deux types de personnes dans l'avion. Il y a ceux qui cherchent le manuel pour le faire amérir, donc qui cherchent comment on peut s'en sauver. Puis il y a ceux qui passent en classe affaires puis qui disent, ça va s'écrouler, fait que moi, le vivre en classe affaires. Puis dans notre film, c'est ceux qui cherchent le manuel pour amérir. Fait qu'on peut pas se concentrer sur ceux qui sont en classe affaires. Faut qu'on se concentre sur ceux qui veulent le manuel. Puis quand on parle de changements sociaux, ça prend 15% de gens vraiment déterminés pour amorcer des changements. Mais il faut qu'on le sache. Puis quand Mathieu dit, en ce moment, il y a sûrement des gens qui ont la même conversation que nous. Puis moi, je suis beaucoup de gens sur LinkedIn partout dans le monde qui réfléchissent à la post-croissance et ils sont nombreux. Puis c'est ça qu'on veut dire. Puis dans le film, les gens qui sont là, ils existent. Tu sais, on a une entrepreneure du Bas-Saint-Laurent. On a Catherine Morneau de Transport Morneau. Ben, elle existe, Catherine, puis elle a 1000 employés. Fait que ce qu'elle et son frère font a des effets dominos sur 1000 familles. C'est pas rien. Oui, exact. C'est magnifique. Je vais jeter une pierre dans votre lac. Votre eau est trop calme, là. J'ai envie de vous perturber, là. L'intelligence artificielle, dans votre formule, elle arrive où puis elle fait quoi? Ça, pour moi, c'est une... Je pense pas qu'on mesure l'ampleur de tout ça. Non. Je sais pas. Non. C'est ça. C'est la donnée. Ben, moi, j'ai comme plusieurs réponses. D'abord, l'intelligence artificielle, ma plus grande préoccupation, c'est son impact environnemental. Parce que on a besoin de centres de données, puis à un moment donné, il y a des conflits d'eau entre les populations, les centres de données. Ensuite de ça, ces centres de données-là ne créent pas d'emplois de qualité. Fait que ça, c'est ma première préoccupation. Fait que là encore, il faudrait le contentement et pas l'utiliser pour n'importe quoi. Deuxièmement, l'enjeu de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle reste encore imparfaite. Donc, tout comme sur les réseaux sociaux, si on fait des recherches sur des sujets qu'on ne connaît pas, on n'aura pas nécessairement des informations exactes. Moi, dans mon métier de journaliste, je ne m'en sers
que pour faire de la recherche sur des sujets que je connais. Si c'est un sujet que je connais pas, je partirai jamais avec l'intelligence artificielle parce que j'ai fait beaucoup de tests puis il y a beaucoup d'erreurs. Donc, il faut faire très attention. Si tu connais pas un sujet, je pense pas que c'est une bonne porte d'entrée. Si tu veux, après ça, approfondir quelque chose que tu connais. Fait qu'il y a deux enjeux. Il y a la partie de désinformation, il y a la partie d'environnement, puis la troisième, évidemment, c'est les entreprises qui disent « je n'embaucherai plus de jeunes ». Parce que là où ça frappe beaucoup, c'est les jeunes, les postes d'entrée. On va remplacer ça par l'IA, puis on observe en ce moment que le chômage chez les jeunes au Québec, au Canada, les 18-24 ans est en augmentation. Fait que ça, c'est mes 3 préoccupations quand on parle d'IA. Oui, 100%. C'est pour rajouter à ta donnée de conflit avec l'eau puis l'environnement. J'avais vu un article, mais ça date de quand même un moment. Le gars, il s'achète une maison dans un petit village quelque part aux États-Unis, fouille-moi l'État. Puis après 2-3 semaines, il entend un petit son latent qui commence à l'irriter jour et nuit. Il s'en va voir les voisins, c'est quoi ce son-là? Personne n'avait remarqué. Là, le monde, t'as raison, il y a un petit il a cherché. Finalement, c'était un data center, un centre de données, 43 km plus loin, qui faisait un vacarme énorme. Tu sais, donc, oh mon Dieu, pollution sonore. Ah, moi, je suis très sensible au son. Tu me parles de ça, puis je veux dire, j'en ai des palpitations, là, tu sais. OK. Donc, le documentaire, il est gratuit, il est accessible sur quelle plateforme? C'est le moment, pluguez ça, ça va s'afficher en bas de l'écran. C'est la plateforme tout.tv. Et ça va être à partir du 18 avril, ça va être en accès libre, la portion gratuite de tout.tv. Il est diffusé sur Radio-Canada le 17 avril à 21h. La première diffusion, c'est à 21h. Ici, Radio-Canada, oui. Mais si les gens ratent ça, c'est n'importe quand sur tout.tv. Fantastique. Et vous aviez parlé de documentaire précédent sur l'immobilier, le flip. Oui. Le dernier flip, il est disponible aussi sur tout.tv. Yes. Ouais. Fantastique. Ben, je vais suivre votre travail avec délice. J'ai très hâte de voir ça. Puis merci pour votre temps. Vraiment apprécié. Belle continuation à vous. Puis je pense que vous apportez une belle inspiration, une bonne motivation, puis une belle réflexion au Québec. Puis continuez comme ça, c'est vraiment bien. Ouais. Merci beaucoup, Merci beaucoup de nous avoir Merci. accueillis. C'est très apprécié. Puis bonjour à tous les spectateurs du Bas-Saint-Laurent. Yes. Alors, il vous envoie la main. Bye bye. Salut, au revoir. Bye. Merci.